pratiquement depuis la préhistoire, l'axe de la Seine est un axe stratégique, en tant qu'économique bien sûr, un axe stratégique important. Mais bon, ce qui est resté surtout marqué dans l'histoire, ce sont les invasions scandinaves, puisque ça a tellement bien marqué l'histoire que c'est à l'origine d'une région, la région des Vikings, la région des Normands, la Normandie. La Seine a été l'axe de pénétration des invasions scandinaves, l'un des grands axes de pénétration. Bien sûr, ils ont utilisé le Rhin, ils ont utilisé la Loire, ils ont utilisé tous les grands fleuves, mais la Seine a été un axe de pénétration particulièrement privilégié, puisque les Vikings s'y sont installés et s'y sont maintenus quand même pendant un bon moment. Le grand bateau, ce que les Scandinaves appellent le Langskip, c'est-à-dire le long serpent, le grand bateau, c'est celui un peu de l'imagerie traditionnelle, c'est le bateau de guerre, pouvant avoir plusieurs dizaines de rangs de rameurs, mais il y a aussi des bateaux de transport, le Knarr par exemple, des bateaux beaucoup plus réduits. Les Danois ont découvert, dans le fort de Roskilde, ont découvert 5 de ces bateaux vikings qui avaient été volontairement coulés pour bloquer une invasion vraisemblablement norvégienne, et ont pu restaurer ces bateaux. Il y a un très beau musée des bateaux vikings à Roskilde qui montre cette diversité des bateaux, et il est très vraisemblable qu'ils ont utilisé tous ces types de bateaux pour leurs expéditions, donc pour les expéditions sur la Seine. Dans un premier temps, il s'agit de raids. Les Vikings sont là parce qu'ils sont attirés par cette extraordinaire richesse qui est celle de la Neustrie, de cette région où nous sommes, qui est extraordinairement riche, car cette région est devenue le point, en particulier, c'est ce qui explique un peu leur venue ici, le point d'implantation des grandes abbayes. Et les abbayes sont arrivées à constituer des patrimoines extraordinaires en utilisant les donations qui leur avaient été faites par les rois mérovingiens. Alors, c'est ainsi, par exemple, que Philibert avait créé une abbaye, l'abbaye de Jumièges, par exemple. Et cette habitude va se poursuivre, c'est pour ça qu'on appelle aussi cette vallée de la Seine la route des abbayes, car il y avait toute une série d'abbayes. Et bien sûr, ces abbayes avaient des trésors considérables, des trésors fonciers. Là, ça intéressait moins les Vikings, mais surtout des trésors en objets précieux, en or, en argent. Ils avaient thésaurisé, comme on dit, des quantités énormes d'or et d'argent. Vous avez des dessus d'autels en argent, par exemple, passifs. Et toutes ces richesses, eh bien, ça intéressait beaucoup les Vikings. Et c'est pour ça que, donc, dans un premier temps, ça a été des raids. Ils venaient, ils débarquaient, ils prenaient, et prenaient essentiellement dans les églises et dans les abbayes. C'était là où se concentrait la richesse. Donc, ils pillent les églises. Et puis ils repartent. Ils vont plus loin. Ils reviennent l'année d'après. Et ça va être comme ça pendant quelques années. Et ces raids, petit à petit, vont les amener à s'installer. Parce que c'est plus facile. Au lieu de faire l'aller-retour avec leur base du Jutland, de Danemark, ou des Orcades, eh bien, le mieux, c'est de s'installer sur place, d'hiverner. Et le grand moment, eh ben, c'est à la fin du IXe siècle, quand un groupe de Vikings va s'installer dans la boucle de Jumièges et va s'y installer cette fois-ci d'une façon définitive. Il faut dire que les moines étaient partis déjà depuis un petit moment, les broussailles avaient repris tout ce secteur, tous ces abbayes, les bâtiments étaient tombés en ruine. Il y avait une déshérence totale du pouvoir de l'époque. Les rois avaient d'ailleurs décidé un jour de couper complètement la Seine. On appelait ça le barrage de Pitt, mais c'était plutôt à Pont de l'Arche, où on a fait un pont fortifié, c'est-à-dire qu'on avait abandonné la basse Seine à son triste sort. Et l'élément essentiel de cette histoire, c'est que devant la carence du pouvoir royal, du pouvoir mérovingien, carolingien plus exactement, excusez-moi, devant la carence du pouvoir carolingien, eh bien, c'est les évêques vraisemblablement qui vont prendre les choses en main. L'évêque de Rouen, Francon, semble-t-il, va négocier à Jumièges, et on a une négociation vers 890 à peu près, qui va amener une sorte de traité qui n'en était pas un juridiquement, un accord de Jumièges, qui va dire aux Vikings, eh bien, puisque vous êtes là, et puisque je ne peux pas vous faire partir, eh bien, restez-y. Mais, en contrepartie, baptême, devenez chrétien,
Et puis, en contrepartie aussi, eh bien, vous allez nous défendre. Et c'est ça l'astuce extraordinaire de ce traité, qui est la véritable création de la Normandie, c'est d'utiliser les Vikings contre leurs compatriotes. Et ces Vikings vont créer l'embryon d'un État qui va devenir la Normandie. On n'a pas de certitude qu'il y a eu vraiment un traité en 911, puisque c'est plus d'un siècle après qu'un historien qui s'appelait Dudon de Saint-Quentin, qui était au service des ducs de Normandie, va raconter cette histoire. Vous voyez, plus d'un siècle après. Alors, historiquement, eh bien, on est un peu dans le doute sur l'existence de ce traité. On a un seul document qui confirme le traité passé avec les Vikings. Mais est-ce que c'est la confirmation d'un hypothétique traité de 911 ou ce traité de 890 à peu près, qui est cet accord de Jumièges, comme on l'appelle plutôt chez les historiens, qui est le contrat en quelque sorte passé, non pas avec le roi, puisque le roi était parti, il n'y avait plus d'autorité, entre l'évêque de Rouen et les Vikings. Véritable création de la Normandie. C'est pour ça que j'étais un peu dubitatif il y a quelques années, quand on a fêté le 11e centenaire de la Normandie. Je n'ai pas été de ceux qui ont clamé haut et fort qu'il fallait s'investir très fort dans ce traité. Et donc on l'a assez peu fêté, par exemple, à Rouen, et je trouvais ça tout à fait normal. Le paradoxe, c'est qu'on l'a beaucoup fêté à Caen, alors que Caen n'était pas normand à l'époque, puisque c'est vers 930 seulement que ce qu'on appelle maintenant la basse Normandie est devenue normande. Vous voyez, la vraie Normandie, c'est la vallée de la Seine. La Normandie d'origine, l'essence même de la Normandie, c'est la vallée de la Seine. Et puis on peut se poser la question, pourquoi on a fêté en 1911, le millénaire de la Normandie, et qu'on n'avait pas fêté une vingtaine d'années plus tôt? Eh bien, l'explication est à retrouver dans l'histoire. C'est que, aux alentours de 1880-90, on est encore très près de la défaite de la guerre de 1870. On est encore un peu tétanisé. On vient juste de finir de payer les derniers reliquats et de reconstruire les ruines. On n'a pas encore mis la France en état pour préparer la revanche, cette fameuse revanche qui va nous occuper pendant une vingtaine d'années, jusqu'à la guerre de 14, un peu plus d'une vingtaine d'années. On n'a pas encore préparé. Alors, on n'a pas encore pris conscience de cette nécessité d'utiliser l'histoire dans l'effort de rassemblement de la nation. Donc on va oublier, vers 1890, on va oublier de fêter le millénaire de la Normandie. Mais vers 1900, on va se réveiller. On va se réveiller parce que ça y est, là on est prêt à bander les énergies pour la revanche. Et on se rattrape. On se rattrape en mettant en avant ce traité hypothétique de 911, en faisant une fête énorme, qui va surtout être une fête à Rouen et en Haute-Normandie. On va faire une fête un peu décalée, je dirais, par rapport à l'histoire, mais au niveau de l'inconscient collectif, ça y est, 911 est resté une sorte de date mythique, comme il y en a beaucoup dans l'histoire, la date de création de la Normandie.